Rassemblez-vous, voyageurs du temps, tandis que nous ouvrons les portes sur une époque tumultueuse de l'histoire riche du Japon. Bienvenue sur Odyssea 2.0, un podcast historique qui vous transportera au cœur du passé. Rejoignez-moi pour cette première saison, appelée Soleil Rouge, qui sera consacrée à la guerre du Pacifique, de ses lointaines origines jusqu'à sa conclusion tragique. Nous plongerons d'abord dans la splendeur de l'ère Edo, une période de paix et d'isolement pour le Japon. Nous nous promènerons dans les rues animées d'Edo, aujourd'hui Tokyo, où règne l'art du kabuki, la sérénité des cérémonies de thé et les arts florissants qui ont éclos au sein de cette période vibrante. Mais alors que les pétales de cerisier tombent, les ombres du changement se profilent de manière inquiétante à l'horizon. Une tempête se prépare et les dernières années du shogun sont sur le point de s'abattre. Les katanas des samouraïs ne resteront pas au repos alors qu'ils font face au poids de la loyauté et au vent du changement. L'emprise du shogun s'affaiblit et l'influence des puissances étrangères pénètre les rivages autrefois isolés. Soyez témoins des clivages idéologiques, de l'ascension des révolutionnaires et de la forge de nouveaux destins qui façonneront l'avenir du Japon. Des jardins tranquilles de Kyoto, au champ de bataille ensanglanté de Toba-Fushimi, cette première partie de Soleil Rouge, divisée en 16 épisodes, retracera les exploits et les déchirements de figures légendaires telles que Sakamoto Ryoma, Saigo Takamori et l'énigmatique corps des Shinsengumi. Le premier chapitre de Soleil Rouge, le monde flottant, vous attend. England is under threat of invasion. So much for the glory of Rome. There is only one way this war ends. Last man standing. We are samurai! Ich bin ein Berliner. We shall never surrender. Le 24 novembre 1852, une atmosphère électrique règne à Norfolk, Virginie, États-Unis d'Amérique. Les battements de cœur s'accélèrent alors que la jeune et ambitieuse nation se prépare à faire une nouvelle incursion audacieuse. Depuis leur indépendance acquise à la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis ont embrassé un destin manifeste, une conviction profonde en leur mission divine de répandre la démocratie et de propager leurs institutions à travers le monde. Les premières victimes de l'appétit grandissant américain sont évidemment les Amérindiens. C'est la fameuse conquête de l'Ouest, avec son lot de guerres, massacres et tragédies. Le Mexique, autre jeune nation, se retrouve amputé des immenses territoires de Californie et du Texas, après avoir perdu la guerre contre son belliqueux voisin du Nord. Les États-Unis reprennent les codes impérialistes de son grand frère britannique. L'impérialisme, pour le définir rapidement, est la volonté d'un État de dominer politiquement, culturellement, économiquement ou militairement via des conquêtes territoriales d'autres territoires que le sien. Nous avons encore du mal à associer l'impérialisme avec les États-Unis, comme si des pays dits démocratiques ne peuvent pas être impérialistes. Et pourtant, George Washington appelait déjà les États-Unis un empire naissant en 1783, et Thomas Jefferson proclamait les États-Unis comme l'empire de la liberté. La démocratie n'est pas un frein à l'impérialisme, comme le prouve très bien la puissante Athènes pendant l'Antiquité. Et les États-Unis ne comptent pas rester derrière les puissances européennes dans la course effrénée pour dominer le monde. Pour justifier cet impérialisme, les États-Unis embrassent la doctrine de la Manifeste Destiny. Selon cette doctrine, et convaincu d'être favorisé par Dieu, il est du devoir et la mission sacrée des États-Unis de propager la démocratie et exporter les institutions américaines dans le monde. Mais ce jour-là,
Les regards se tournent vers le Pacifique. Les Américains se rassemblent dans le port pour saluer le départ de l'escadre de l'US Navy, connue sous le nom de la East Asian Squadron. À sa tête se trouve le puissant et expérimenté Commodore Perry, surnommé affectueusement Old Bruin par ses hommes. Dans sa main, il tient une lettre signée par le président Fillmore, destinée à l'empereur du Japon. Cette mission délicate est préparée depuis près d'1 an. Officiellement, Perry est chargé d'assurer de meilleures conditions pour les baleiniers américains échoués sur les côtes japonaises, d'obtenir le droit aux navires américains de se ravitailler au Japon et de négocier la permission pour les navires et les marchands américains de commercer librement dans les ports japonais. Mais en réalité, l'objectif est bien plus ambitieux. Forcer l'ouverture du Japon aux étrangers et briser son isolement. Pourquoi le Japon suscite-t-il un tel intérêt de la part des États-Unis? Sa position stratégique en fait une escale idéale pour les lucratifs voyages commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Les ports japonais pourraient fournir des vivres et du précieux charbon nécessaire aux nouveaux navires à vapeur. Le Japon devient ainsi une pièce cruciale dans la course effrénée pour la domination mondiale. Perry, conscient de l'importance de sa mission, se prépare minutieusement. Il étudie les us et coutumes japonaises autant que possible avec les ressources à sa disposition. Il garde également en mémoire les tentatives précédentes, toutes vaines, visant à briser l'isolement japonais. Pour intimider et négocier avec les Japonais, il prépare une démonstration de force sans précédent. L'expédition de Perry constitue alors la plus grande force navale américaine jamais envoyée à l'étranger. Nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle et l'expédition prend aussi des allures de conquête civilisatrice empreintes de racisme. Pendant les préparations, un journal avance que l'ouverture du Japon est nécessaire, par raison la civilisation, le progrès et la religion. Le sénateur Thomas Hart Benton déclare que le début de la domination de la race caucasienne sur la race jaune va réanimer l'Asie dormante et que la supériorité intellectuelle de la race blanche fera le reste. La religion, le christianisme, est aussi un élément important. Avant le départ, le secrétaire à la marine rappelle au Commodore Perry le besoin urgent de rappeler le gouvernement japonais à son obligation sacrée de rejoindre la grande famille de la chrétienté. L'expédition ne rencontre pas au début un énorme enthousiasme. Les voix critiques se font entendre, remettant en question les priorités du gouvernement et mettant en avant le développement des infrastructures dans l'Ouest américain plutôt que d'ouvrir coûte que coûte le Japon au commerce. Certains journaux prédisent même l'échec de l'expédition, doutant de la capacité des navires de guerre à garantir le respect d'un éventuel traité. Le New York Times prédit un échec de l'expédition. L'escadre effraierait probablement les pauvres Japonais, mais ils se sentiront parfaitement libres de violer le futur traité dès que les navires de guerre seront partis. Malgré les doutes et les critiques, Perry et son escadre prennent la route de l'Extrême-Orient, contournant le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Ils font escale au Sri Lanka, à Singapour, à Hong Kong, à Macao et enfin à Shanghai. Perry bénéficie de l'aide de diplomates et de ressortissants américains en Chine, qui lui traduisent les lettres en chinois et en hollandais, langue que les fonctionnaires japonais peuvent comprendre.
L'escadre reprend sa route vers le Japon et fait d'abord escale à Okinawa. Bien que cette île appartienne à la fois à la sphère d'influence japonaise et chinoise, elle est clairement sous domination japonaise à l'arrivée de Perry en 1853. Bien que Perry envisage d'établir un avant-poste sur l'île, son attention se concentre sur sa mission principale, l'Empire du Japon. Enfin, le 8 juillet 1853, l'escadre de Perry atteint son objectif tant attendu. Le Commodore décrit le paysage époustouflant qui s'offre à lui. Des ravins profonds recouverts d'une végétation luxuriante, de petites étendues de terre fertile, des champs cultivés et des forêts denses se perdant derrière les majestueuses montagnes. Un chapitre décisif de l'histoire est sur le point de s'ouvrir. Les ambitions impérialistes et les idéaux démocratiques des États-Unis se confrontent aux traditions séculaires et à l'isolement japonais. La rencontre entre ces deux mondes promet d'être empreinte d'incertitude, de tensions et de conséquences inattendues. L'Empire du Japon est plongé dans une ère captivante, celle de la période Edo, une période connue sous le nom du monde flottant. Certains la considèrent même comme l'âge d'or du pays. Les influences de la période Edo se répercutent considérablement dans la culture populaire japonaise et occidentale, à travers le cinéma, les mangas, les animés et les jeux vidéo. Le Japon d'Edo est réputé pour sa scène artistique, artisanale et culturelle remarquable, avec le théâtre kabuki, les gravures sur bois, le goût pour la calligraphie, la poésie, les sumo, les traditions culinaires et les cérémonies du thé. Juste avant la période Edo, le Japon est englouti dans un tourbillon chaotique qui dure plus d'un siècle. C'est le Sengoku, une période de province en guerre. Deux seigneurs de guerre légendaires, Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi, sont les premiers à réussir après des siècles d'instabilité et de guerre civile sanglante à unifier le Japon. Mais la mort de Toyotomi Hideyoshi en 1598 plonge le pays nouvellement unifié dans une ère de turbulence. Son jeune fils, Toyotomi Hideyori, se retrouve alors héritier, mais il est trop jeune pour gouverner. Un conseil de 5 régents est formé dans le but de préserver l'héritage d'Oda Nobunaga et de Toyotomi Hideyoshi en gouvernant au nom de Toyotomi Hideyori. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que le Conseil des 5 ne se divise, chacun cherchant à assurer son propre pouvoir, et les hostilités se cristallisent autour de ce jeune enfant vulnérable. Au sein de cette lutte impitoyable, 2 ambitieux prétendants émergent. Une première coalition se forme sous la bannière de Ishida Mitsunari, le chef des bureaucrates et ancien représentant des Toyotomi en Corée. Ils sont connus sous le nom de l'Armée de l'Ouest. Face à eux se dresse Tokugawa Ieyasu, un redoutable guerrier et un politicien habile, convaincu d'être le seul à posséder les ressources et la vision nécessaires pour diriger cet empire nouvellement uni. Ses partisans s'unissent sous la bannière de l'armée de l'Est. Une fois convaincu que le rapport de force est en sa faveur, Ishida Mitsunari lance officiellement les hostilités. Il appelle les seigneurs du Japon à se soulever et convoque ses partisans. Tokugawa Ieyasu, après s'être assuré de la loyauté de ses troupes, se met en marche vers l'ouest en direction d'Osaka, où se trouve la majorité des troupes de l'armée de l'Ouest. Face à la menace imminente, Ishida Mitsunari avance son armée, déterminé à bloquer l'avancée de l'armée de l'Est vers Kyoto et Osaka. Tokugawa Ieyasu remporte son premier pari. Il a réussi à attirer l'armée de l'Ouest sur un terrain découvert. Ce ne sera pas un long et pénible siège qui décidera de l'issue finale de cette lutte acharnée, mais une rencontre épique sur un champ de bataille. Les destins de milliers de guerriers sont sur le point de se croiser dans un déchaînement de violence et de sang.
Le matin du 21 octobre, le combat débute. Mais un brouillard épais empêche toute visibilité et manœuvre. Vers 10h du matin, le soleil dissipe enfin le brouillard. L'avant-garde de l'armée de l'Est, dirigée par Fukushima Masanori et Lee Naomasa, lance l'attaque avec un cri de guerre, ouvrant un passage à travers les rangs ennemis. Les fameux Diables Rouges d'Lee Naomasa, vêtus d'armures laquées de rouge, chargent les troupes de l'avant-garde de l'armée de l'Ouest. Les flammes de la bataille s'intensifient. L'issue de l'affrontement restant incertaine et les pertes se multiplient. La bataille ne se limite plus à un simple duel d'épée, mais se transforme en une lutte acharnée, mêlant tirs d'arquebuses et détonations de canons qui font des ravages. Les hommes d'Ishida Mitsunari commencent à prendre l'ascendant. La situation devient critique pour les forces de Tokugawa Ieyasu et on voit le reste de ses troupes dans la bataille. Mais cela ne suffit pas à renverser la situation. Ishida Mitsunari voit enfin l'opportunité d'en finir une bonne fois pour toutes et ordonne à Kobayakawa Hideaki et ses 15 000 hommes de charger le flanc gauche de l'armée de l'Est. Cependant, Hideaki ne bouge pas. Quelques jours plus tôt, il a envoyé un message secret à Ieyasu, lui promettant son soutien et lui assurant qu'il attaquera les forces de Mitsunari par l'arrière. Bien que Hideaki est le neveu du défunt Toyotomi Hideyoshi et un membre lointain du clan Toyotomi, il a été disgracié par son oncle et Ishida Mitsunari en raison de ses erreurs de commandement en Corée alors qu'il n'était âgé que de 17 ans. Seul Tokugawa Ieyasu a pris sa défense et lui a sauvé la vie, son honneur et ses droits en tant que seigneur. Hideaki n'a jamais oublié ce que Ieyasu a fait pour lui et il a promis de se ranger du côté de celui qui l'a toujours soutenu. Malgré les risques d'un piège et d'une possible ruse de Mitsunari, Ieyasu décide de croire en lui. Entre les ordres de Mitsunari d'attaquer et les messages de Ieyasu lui rappelant sa promesse, Hideaki hésite encore. Son choix va décider de l'avenir du Japon. Ieyasu prend alors une décision risquée, mais qui restera dans la légende. Il ordonne à ses arquebusiers de tirer sur les troupes du jeune Hideaki. Avec ou contre lui, Ieyasu veut le forcer à choisir clairement son camp. Plutôt que de riposter, Hideaki comprend le message et prend enfin sa décision. Puis, le destin bascule. Hideaki change de camp de manière spectaculaire. Il hurle que l'ennemi est Otani, l'allié de Mitsunari, et ordonne à ses troupes de charger ses anciens camarades de l'armée de l'Ouest. Et Tokugawa gagne un allié de poids, tandis que les troupes de l'armée de l'Ouest, les plus proches de sa position, sont attaquées de toutes parts. Ce revirement dramatique marque un tournant décisif dans la bataille. L'armée de l'Ouest, d'abord stupéfaite, braque ses arquebuses contre les traîtres, rendant leur charge inefficace. Cependant, les forces de l'armée de l'Est profitent de la surprise pour enfoncer finalement le flanc droit de l'armée d'Ishida Mitsunari.
4 autres commandants de l'armée de l'Ouest désobéissent aux ordres d'attaquer et trahissent Mitsunari, provoquant l'effondrement de l'Alliance. Malgré la résistance farouche d'Ishida Mitsunari et de ses troupes, l'armée de l'Ouest est contrainte de battre en retraite. Lorsque Tokugawa Ieyasu voit enfin les contingents de l'armée de l'Ouest reculer, il ordonne une avancée générale. Il sait que la victoire est à portée de main. Ishida Mitsunari, pris vivant, ne peut que contempler l'anéantissement de ses rêves et de ses ambitions. Son château, autrefois symbole de son pouvoir, est réduit en cendres, consumé par les flammes de la défaite. La cruauté de la guerre ne lui laisse que la mort en guise d'ultime récompense. Il est décapité à Osaka le 1er novembre 1600, sa tête exposée sur le pont Sanjo. Après des siècles d'instabilité et de guerres civiles sanglantes, Tokugawa Ieyasu parvient enfin à unifier le Japon sous sa bannière. Sa brillante victoire à la bataille de Sekigahara en 1600, la plus grande bataille de samouraï de l'histoire, et la prise d'Osaka en 1615 marquent l'épilogue final d'une douloureuse unification. Seul maître du Japon après avoir éliminé tous ses rivaux, Ieyasu fonde la dynastie des Tokugawa, qui régnera sur le pays pendant plus de 2 siècles. Il instaure un régime autoritaire, empreint d'une forte présence policière, apportant enfin la stabilité tant attendue après des siècles de guerres incessantes. Il confisque et redistribue les terres de ses anciens ennemis de l'armée de l'Ouest et récompense ses alliés de l'armée de l'Est. En 1603, Ieyasu transforme le modeste village de pêcheurs d'Edo, dont le nom signifie « porte de la rivière », en sa nouvelle capitale. Plus de 3000 bateaux acheminent les pierres et le bois de tout le Japon dans ce delta de l'embouchure marécageuse de la rivière Sumida pour construire la nouvelle grande forteresse. En plus d'un port et des canaux, un système complexe de voies navigables est construit pour protéger la capitale et l'approvisionner constamment en eau et marchandises. C'est le début de l'époque Edo. Afin de légitimer son pouvoir, Ieyasu ressuscite en 1603 l'ancien titre de shogun, désignant le dirigeant suprême des guerriers qui règne sur le Japon au nom du Tenno, c'est-à-dire l'empereur. Le shogun est l'abréviation de Sei Taishogun, c'est-à-dire grand général pacificateur des barbares, dont le premier seigneur fut Minamoto no Yorotomi en 1192. Ainsi, Ieyasu rétablit l'autorité centrale du Bakufu, le gouvernement militaire et civil du shogun. Pour garantir que sa famille conserve le pouvoir suprême, seulement 2 ans plus tard, en 1605, Ieyasu transmet symboliquement le titre de shogun à son fils Hidetada, tout en maintenant le contrôle effectif jusqu'à sa mort en 1616. L'empereur du Japon, le Tenno, une figure religieuse d'une grande importance symbolique, ainsi que les nobles civils appelés Kuge, formant la cour impériale, réside à Kyoto. Il se trouve entièrement sous la domination du Bakufu et de la caste militaire. Lorsque les premiers missionnaires européens arrivent au Japon, ils remarquent rapidement une similitude avec l'Europe. Tout comme sur le vieux continent avec son aristocratie guerrière composée de chevaliers et de seigneurs, le Japon connaît depuis le Moyen-Âge une structure de type féodal, avec une classe de guerriers, les célèbres samouraïs, et de puissants seigneurs, les daimyo, regroupés au sein de clans de différentes tailles et renommés. À la fin de l'époque Edo, il existe plus de 250 principautés, appelées Han, et autant de daimyo. Afin d'assurer la loyauté de tous ces clans guerriers et d'éviter de nouvelles guerres civiles,
les shoguns Tokugawa interdisent la construction de plus d'un château par province et imposent un système de résidence alterné, le Sankin Kotai. Tous les daimyo sont contraints de venir résider à Edo pendant 1 an sur 2, y laissant continuellement une partie de leur famille. Les daimyo construisent alors à Edo de somptueuses résidences à l'ombre du château du shogun, certaines pouvant abriter plusieurs milliers de personnes. Ces arrivées massives et régulières de grands seigneurs avec leurs familles et leurs samouraïs stimulent le développement rapide d'Edo, ainsi que la construction de routes et de juku, de nombreux villes relais avec des auberges à travers tout le Japon. Cette obligation coûte extrêmement cher aux daimyo, presque les 2/3 de leurs revenus. En les affaiblissant économiquement, le bakufu réduit encore davantage les risques de révoltes militaires dirigées contre lui. Afin de contrôler également les samouraïs, le bakufu les oblige à habiter dans les villes. Désormais, ces guerriers se retrouvent sans guerre à mener et n'ont plus de domaine à administrer directement. Ils perçoivent des revenus mensuels, payés en riz par les daimyo ou directement par le bakufu. Ainsi, ils deviennent fortement dépendants de leurs seigneurs pour subvenir à leurs besoins, tout en étant vulnérables aux fluctuations du prix du riz sur le marché. Le riz, principale source alimentaire du pays, joue un rôle central dans l'économie et société japonaise. Le riz est tellement important qu'il est utilisé comme unité de mesure pour les impôts au bakufu et au daimyo, comme moyen de rémunération et comme une forme de monnaie dans les régions rurales du Japon. Bien qu'ils conservent leur tradition guerrière, les samouraïs deviennent des citadins bureaucrates cultivés, formant une sorte de classe moyenne supérieure sur laquelle le bakufu et les daimyo s'appuient pour administrer le Japon. Les samouraïs, désormais éduqués et urbains, mais toujours guerriers dans l'âme, codifient et fondent des écoles d'arts martiaux, se spécialisant dans l'art du sabre et du tir à l'arc. C'est pendant l'ère Edo que le concept du Bushido, la voie du guerrier, se développe également. Ces principes essentiels incluent l'honneur, la loyauté, l'honnêteté, la courtoisie, le sens du devoir, la compassion et le courage héroïque. Le Bushido encourage également l'efficacité militaire et administrative. Popularisé à travers des œuvres telles que le livre des 5 anneaux de Miyamoto Musashi ou le Hakagure de Yamamoto Tsunetomo, le Bushido imprègne la société japonaise et jouera un rôle déterminant pour le futur du Japon jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'ère Edo, la grande paix orchestrée par les Tokugawa est propice à la croissance. La population japonaise s'épanouit, doublant en nombre au fil des décennies. En l'année 1720, plus de 30 millions d'âmes habitent l'archipel. Près de 60% savent désormais lire et écrire. Un éblouissant essor économique embrase le pays du soleil levant. Les terres japonaises se métamorphosent en une forge brûlante, délivrant une production intérieure florissante et diverse, s'affranchissant des chaînes des importations étrangères. Les activités artisanales et commerciales bourgeonnent, et déjà, la proto-industrialisation s'éveille, donnant naissance aux prémices du capitalisme nippon. Les champs, autrefois modestes, se parent d'une palette de cultures variées, du coton au sucre, du tabac au thé. Une vague d'inventions et de techniques d'irrigation améliore encore plus la productivité des agriculteurs, doublant la superficie des terres cultivées au cours de l'ère Edo. Les nouveaux savoir-faire décuplent aussi le rendement des sols. Au cœur de cette métamorphose, les villes et villages sont pleins de vie, érigeant leurs routes pavées telles des témoins de prospérité. Le Tokaido, c'est-à-dire la route de la mer de l'Est, est aménagé au XVIIe siècle et devient, avec ses 480 km, l'une des plus importantes 5 routes créées sous les Tokugawa pour relier la capitale Edo à Kyoto et les autres grands domaines. Ce réseau permet d'accéder rapidement et d'étendre son contrôle sur des daimyo un peu trop rebelles. Sur ces routes se trouvent une 50aine de postes de contrôle où les hommes du bakufu vérifient l'identité des voyageurs et inspectent les bagages pour éviter que des armes n'arrivent jusqu'à Edo. Le Tokaido n'est pas une route facile.
le Bakufu a choisi son tracé plein d'obstacles naturels pour dissuader une grande armée ennemie d'atteindre Edo. Le commerce embrase la capitale du shogun. Émergeant majestueusement à la lisière du XVIIIe siècle, Edo trône avec fierté, s'élevant au sommet du monde flottant, tel un tableau vivant abritant plus d'1 million d'âmes. Parmi elles, plus de la moitié sont des samouraïs, gardiens des traditions séculaires, seigneurs de cette cité en effervescence. Dans les ruelles de la ville basse d'Edo, les modestes maisons en bois, en paille et en argile s'élèvent sur 1 ou 2 étages. Le rez-de-chaussée abrite la cuisine, accessible depuis la rue. Durant l'hiver, la chaleur est diffusée par de grands récipients remplis de braise, offrant un réconfort bienvenu. L'été, des cages à grillons sont suspendues, leur chant supposé créer une atmosphère rafraîchissante. Les moustiques, fléaux incessants dans cette région humide, sont repoussés par des voiles en coton ou en chanvre suspendus au-dessus des lits. Les enchevêtrements des rues densément peuplées sont désignés sous le nom de cho. Tous les citadins, à l'exception des samouraïs et des religieux, sont alors appelés les chonin. Les ruelles sont encombrées de passants, de marchands ambulants et de milliers de boutiques. Le Bakufu encourage les troupes de théâtre no, mêlant texte en vers, pantomime et accompagnement musical. Des théâtres kabuki s'érigent en temples du divertissement. Des librairies se font gardiennes des mots, tandis que plus de 6000 restaurants célèbrent l'union des saveurs et dont émanent des parfums aromatiques. Au cœur du XVIIe siècle, Edo dévore goulûment chaque année plus de 100 000 caisses de sauce soja et près de 800 000 caisses de saké. Au détour d'une ruelle, un samouraï se délecte d'un bol de soba, une soupe à base de farine de sarrasin et de légumes cuits à la vapeur, ou de quelques sushis frais. Un citadin plus modeste est lui en train de dévorer des boulettes de riz froides, farcies de prunes marinées. Mais tout n'est pas parfait pour autant. Les famines meurtrières deviennent chroniques. Les caprices de la nature, aussi violents qu'imprévisibles, déferlent régulièrement sur l'archipel. Dans le nord du Japon, les conditions climatiques se transforment en un ennemi implacable, tourmentant les terres et leurs habitants. Séismes dévastateurs, typhons déchaînés, inondations cataclysmiques, éruptions volcaniques fulgurantes, tous s'acharnent sur les fragiles fondations de cette civilisation japonaise dont les constructions sont bâties principalement en bois. En réponse à ces sombres épreuves et aux impôts oppressants, la révolte gronde. Les paysans, porteurs de lourdes charges, brandissent leurs armes. Dans les replis de ces campagnes oppressées, la colère s'amplifie, s'insurgeant contre un ordre établi qui semble aveugle à leurs supplications. Dans les recoins étouffants de l'ère Edo, les élites japonaises se drapent dans les voiles du conservatisme. Emprisonnés dans les chaînes de la doctrine néo-confucianiste importée de Chine et des préceptes de Confucius. Tel un labyrinthe oppressant, cette pensée imprègne les esprits, régentant les relations socio-économiques d'une main de fer. Les fils invisibles de la hiérarchie se tissent, dessinant une toile rigide où chaque individu est emprisonné par sa place assignée dans l'ordre naturel de l'univers. Le néo-confucianisme s'élève tel un mastodonte, se tenant aux côtés du bouddhisme, du shintoïsme et du zen, fusionnant pour façonner les fondations de la pensée dominante au Japon. La société japonaise se fracture alors en 4 classes distinctes, s'étageant dans un ordre implacable. Les samouraïs, les paysans, les artisans et les marchands, chacun occupant sa position dans l'échelle sociale. Les samouraïs,
fiers guerriers devenus fonctionnaires publics, trônent au sommet de cette pyramide sociale, représentant entre 7 et 10% de la population. Tels des sentinelles voués à sacrifier leur vie pour leur seigneur, ils incarnent la quintessence de la loyauté, de la paix et de la justice. L'épée, symbole de leur statut social, pend à leur côté, prête à frapper tout insolent osant défier leur autorité. Tel un monarque traversant son royaume, le samouraï arpente les rues dans ses robes de soie, exigeant l'obéissance des âmes inférieures qui se courbent devant sa présence, offrant le tribut du respect à son passage. Un paysan, un marchand ou un artisan qui oserait refuser de s'incliner s'exposerait à une exécution légale, sa tête tombant sous le tranchant d'un katana. Les samouraïs abordent la coiffure typique des guerriers, haut du crâne rasé et longs cheveux latéraux en chignon à l'arrière de la tête. Théoriquement, les paysans se situent juste en dessous des samouraïs, loués pour leur rôle vital de pourvoyeur de nourriture, répondant ainsi à l'idéal de Confucius de l'ordre social. Mais la réalité, cruelle, est bien différente, car la pauvreté étreint la majorité de ces cultivateurs de l'ombre. Écrasés par des taxes de plus en plus oppressantes, ils peinent à trouver la prospérité dans leurs champs labourés. Les artisans, maîtres des savoir-faire précieux, composent la troisième classe, offrant leur talent à la société. Ils façonnent avec habileté des objets indispensables, tels les vêtements ou les armes destinées aux samouraïs. Mais leur statut est relégué en dessous de celui des paysans, car la nourriture prime sur toutes les autres nécessités. Tout en bas de l'échelle sociale, les marchands et les commerçants ambulants sont perçus comme des parasites, se repaissant du travail des paysans et des artisans sans rien produire en retour. Les codes sociaux les condamnent à l'isolement, interdisant aux classes supérieures de se mêler à leur présence indésirable. Le shogun, les daimyos, l'empereur, les nobles et les prêtres bouddhistes ou shintoïstes règnent au sommet de la pyramide, dominant incontesté. Pourtant, en dehors de cette hiérarchie rigide, d'autres groupes marginaux cherchent leur place dans l'ombre. Les Aïnous, minorité ethnique du nord du pays, sont relégués au rang de barbares, méprisés et considérés comme inférieurs. Les descendants d'esclaves et ceux œuvrant dans les industries taboues et impures telles les bouchers, les bourreaux ou les tanneurs sont appelés États et sont marginalisés. Les Inin, regroupant bardes, acteurs et criminels, forment une classe de parias à part. Quant aux prostituées et courtisanes divisées en oiran, tayu et geisha, elles flottent entre deux mondes, leur statut variant selon leur beauté, leur renommée et leur talent. Malgré ces divisions en apparence immuables, la réalité est bien plus complexe. Les Edo, bercés par une paix tenace, incitent les samouraïs et les riches marchands à méditer sur le sens de leur existence. La quête de sens hante leurs pensées, transformant leur vie en une épopée sans finalité, un dédale d'angoisse. En attendant le souffle de la mort, ils se réfugient dans les plaisirs terrestres, se délectant des spectacles de kabuki dans les quartiers des plaisirs, tels que Yoshiwara à Edo, où marchands fortunés et samouraïs se mêlent, bravant l'interdit pour savourer l'éphémère. Sous le couvert de pseudonymes, les samouraïs et les marchands se rassemblent dans des clubs de haïku, brisant les chaînes sociales qui les enserrent, s'émancipant des contraintes liées à leur rang. Yoshiwara, avec ses somptueuses demeures de courtisanes et ses cerisiers ornant le terre-plein central d'un large boulevard, éclairé la nuit par des lanternes, est le centre du monde flottant et le cœur d'une culture citadine qui renouvelle les styles musicaux et littéraires. Mais le mastodonte bureaucratique du Bakufu
se dresse tel un gardien impassible, entravant l'évolution des structures sociales et économiques. Au fil du temps, le Bakufu, prisonnier de ses propres contraintes politiques, culturelles et sociales, s'éloigne de la réalité, ignorant les besoins de l'activité commerciale. Même les villes sont organisées selon les classes sociales, les rues devenant le reflet tangible de cette ségrégation, cloisonnant chaque individu dans son destin prédéfini. Pourtant, la classe marchande, condamnée aux abysses de la société, s'enrichit à un rythme effréné, insufflant son influence dans la culture urbaine. Les marchands, autrefois méprisés et bannis de toute activité politique, gagnent en importance dans cette société en pleine mutation. Indispensables à la vie citadine et villageoise, ils deviennent des pourvoyeurs incontournables. Leur approvisionnement et leur livraison propulsant les grands seigneurs daimyo dans un cycle de dettes insurmontables. Afin de compenser leurs pertes et de maintenir leur faste de vie, les daimyo réduisent les soldes mensuels des samouraïs, les privant jusqu'à moitié. Vers la fin de l'ère Edo, une poignée de samouraïs remettent en question l'idéologie néo-confucianiste qui maintient la corruption et l'incompétence au poste d'autorité, entravant la progression de samouraïs plus talentueux, mais d'un rang inférieur. Une alliance périlleuse entre samouraïs appauvris, révolutionnaires et le peuple se profile à l'horizon, faisant frémir le Bakufu de sueur froide, car les fondations mêmes de son pouvoir pourraient chanceler. Au terme de notre fascinant périple à travers le Japon d'Edo, une vérité inébranlable émerge. Cette ère a gravé son empreinte de fer rouge dans la culture, la politique et la structure sociale du pays. Des chaînes rigides de la hiérarchie des classes à l'éclosion fulgurante de la classe marchande, le Japon d'Edo a connu des métamorphoses aussi spectaculaires qu'impitoyables. Un héritage puissant et indélébile subsiste encore aujourd'hui, se dévoilant dans chaque trait d'art, chaque page de littérature et chaque pensée philosophique du Japon. Le podcast est à votre disposition, disponible sur toutes les plateformes vidéo et audio, YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast et même Dailymotion. N'hésitez pas à vous abonner à Odyssia 2.0 sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour ne manquer aucune mise à jour et pour partager vos réflexions sur les épisodes. Un grand merci d'avoir prêté une oreille attentive à ce tout premier épisode d'Odyssia 2.0 et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour le prochain chapitre de Soleil Rouge. C'était Christophe Caporelli, à très bientôt.